Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et aujourd'hui, je vais du côté de Lyon, il me semble, près de Lyon, à la rencontre de Karine Perrier, qui est une passionnée de pole dance, qui l'enseigne et qui aussi fait des concours régulièrement. Salut Karine. Bonjour. Alors comment ça va Karine ce matin? Ça va bien. Ça va bien. Alors, je suis content de t'avoir sur l'émission parce que ça fait un petit moment en fait que je te suis sur Instagram notamment, où tu postes régulièrement des vidéos de pole dance, du coup discipline que tu enseignes, comme j'expliquais précédemment. Et je trouve ça, moi, j'adore la danse. Voilà, et la pole dance, je trouve ça vraiment très artistique et très 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 beau à regarder. Et du coup, donc ça fait un petit moment qu'on échange un petit peu ensemble. Et puis après, voilà. Donc, de fil en aiguille, j'avais très envie de t'interviewer parce que je trouvais intéressant de connaître ton parcours et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière sur le plan mental aussi pour quand on va faire des concours de pole dance avec ce côté artistique, ce côté aussi quand même préparation physique parce que j'ai l'impression que c'est quand même dur. C'est pas l'air si simple que ça. J'ai vu quelques vidéos de débutants et de débutantes et ils avaient pas l'air si à l'aise que ça, contrairement à ce que toi tu peux nous montrer en termes de fluidité sur la barre. Et du coup, je trouvais intéressant d'aller introspecter un petit peu une discipline dont on parle pas si souvent que ça. Dans les médias, on en parle un petit peu, mais on n'en parle pas tant que ça. Et je trouvais intéressant du coup d'aller à ta rencontre ce matin. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nous en dire un petit peu plus? Là, j'ai été synthétique, mais est-ce que tu peux compléter? Alors, j'ai commencé la pole dance il y a 10 ans maintenant, donc à l'âge de 29 ans, presque 30. Donc aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'enseigne donc la pole dance dans mon école que j'ai ouvert il y a 4 ans. Et voilà, en fait, ça a été un coup de cœur. Dès que j'ai commencé à prendre mes premiers cours, tout de suite, c'était une addiction. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui pratiquent la pole dance. Donc tout de suite, on tombe amoureuse de la discipline et voilà, aujourd'hui je fais plus que ça, je vis de ma passion et je suis très contente. C'est toujours chouette de vivre de sa passion. Je sais plus qui disait ça, que finalement ce qui était intéressant dans la vie c'est de trouver un métier dont c'est ta passion, parce que comme ça tu as l'impression de jamais aller travailler finalement. Exactement, mais d'ailleurs l'entourage aussi parfois a l'impression que je vais pas travailler.
Oui, mais tu vas à la pôle. Oui, mais ça, voilà, c'est mon travail, mais effectivement, c'est un plaisir parce qu'on passe tellement de temps au travail que si ça peut être à la fois sa passion et son travail, c'est le combo parfait. Mais après, du coup, pour préparer tes propres compétitions, tu t'entraînes aussi à côté? Alors, déjà, le plus clair de mon temps, c'est pas les compétitions, hein, c'est les cours surtout. J'enseigne absolument 100% des cours dans mon école, donc j'ai cours tous les jours, environ au moins 4 heures de cours par jour. Donc déjà, j'ai les cours à préparer, parce qu'évidemment, ça tombe pas du ciel, hein, tout ce qu'on enseigne, faut avant y arriver soi-même. Voilà, donc après les concours, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est si on a le temps. Et effectivement, après, alors moi je m'entraîne pour une compétition pas énormément. J'ai des copines qui s'entraînent bien plus avant les compétitions. Moi, je travaille un petit peu toujours dans le speed en dernière minute, mais bon, ça marche. Ok, du coup, tu dis que tu prépares tes séances, mais du coup, finalement, le fait d'avoir été enseignante par le passé, ça t'a aidé un petit peu à… Alors, ça m'a pas aidé pour t'en préparer les cours. Effectivement, j'ai été professeure des écoles dans une vie antérieure. Ça, c'est plus sur la transmission du savoir et le fait de partager ces connaissances qu'on retrouve des liens. Mais après, c'est pas du tout le même public. Et je préfère enseigner à des adultes qu'à des enfants. Ok. C'est vrai que les enfants, des fois, c'est des terribles, hein. Surtout dans les petites classes, ça peut être, ça peut être mouvementé. Il y a d'agréable dans les cours donnés à des adultes et surtout que c'est un loisir en fait. Donc les personnes qui viennent prendre des cours, elles viennent pour leur plaisir et elles viennent d'elles-mêmes et c'est un choix. Donc après, normalement, elles viennent que pour se faire plaisir. Alors, le podcast, en général, débute toujours par un petit portrait chinois. Et si t'es d'accord, du coup, je vais te poser un petit peu quelques questions pour en savoir un petit peu plus sur tes goûts et tes couleurs. Allez, go. Alors, si tu devais choisir une couleur, quelle couleur choisirais-tu et pourquoi? Je dirais le noir parce que c'est l'élégance, c'est la classe, j'aime bien le noir. Si tu devais choisir un moment de ta journée que tu préfères, ça serait lequel? C'est difficile. Le soir. Et pourquoi le soir? Je sais pas, les émotions, elles sont décuplées. Ok. Si tu devais me donner une citation qui guide régulièrement ton quotidien ou que tu as souvent en tête, ça serait laquelle? On sait pas de quoi demain est fait, donc autant le faire tout de suite. Donc tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Une belle philosophie de vie. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? La persévérance. Pourquoi la persévérance? Pourquoi ça te vient spontanément? Pour tout, je pense qu'on obtient tout par le travail, par l'acharnement, par la volonté. Il n'y a rien de magique dans la vie. Donc voilà, je dirais que si on persévère et qu'on veut vraiment les choses, on y arrive. C'est quoi ton principal trait de caractère? D'humeur stable. Un rocher dans l'eau. Voilà. Ok, une force tranquille. Si tu devais choisir une personnalité qui t'inspire, tu choisirais laquelle? Non, il y en a tellement. Alors je m'inspire pas de personnalités connues, je m'inspire des personnes qui sont autour de moi, surtout dans le domaine artistique. J'observe beaucoup et je m'inspire des autres mais pas de personnalité connue. Oui, pas forcément que ça soit connu, mais du coup, tu vois, c'était dans ma dernière interview que j'ai diffusée hier. La dame que j'ai interviewée, Elodie Naloum, en fait, elle était inspirée par sa maman. Ouais, donc du coup, voilà. Tu vois, c'est vrai que ma maman ne m'inspire pas. Hein. Elle m'a inculqué des valeurs, mais après, je m'inspire de beaucoup de personnes. Tu pioches, tu vas à droite à gauche. Exactement. Ouais, exactement. Okay. Tu prends le meilleur de chacun et de chacune pour t'inspirer. C'est ça. Si tu devais choisir un pays
où tu serais potentiellement capable d'aller vivre, tu choisirais lequel? Alors, j'ai déjà vécu aux États-Unis. J'ai adoré, surtout pour la diversité des cultures. Et sinon, alors, j'ai peut-être donné une mauvaise réponse, mais je me suis toujours sentie proche de la Russie et des Russes. Bon, bah, c'est pas une mauvaise réponse. C'est pas une mauvaise réponse. Les Russes ne sont en rien dans ce conflit. C'est politique. Ouais, on ne commentera pas. Ouais, ok. Non, c'est sûr. Et une région en France où t'aimes aller? Où j'aime aller? Oui, bien sûr, la côte d'Azur. Le bleu du ciel et de la mer. Après le noir, voilà. La deuxième couleur, j'aurais dit bleu. Et où spécifiquement en Côte d'Azur t'aimes aller? Parce que du coup, c'est une région que j'affectionne, puisque c'est ma région natale, donc du coup, vers quel voilà. Après, ça dépend pourquoi. C'est pour se balader ou pour aller se baigner ou pour aller partie Sainte-Maxime, le Lavandou, toute cette région. Saint-Tropez. Ouais, je le cite pas parce un petit peu bling bling dans l'esprit des gens, mais non, j'aime bien cette région. Après, c'est pas si bling bling que ça, hein, Saint-Tropez. Si tu vas en période basse, je veux dire, Voilà. c'est un petit village agréable et tout. Je veux dire, mais après, il faut connaître. Mais non, mais c'est chouette, Ouais, j'adore. voilà. Et puis la chaleur, quoi. Aussi. Quoique, bon, après, en ce moment, c'est très bizarre le temps quand même, hein. La chaleur, elle est fluctuante. On est d'accord. Allez, on va revenir. Merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Oui. Et la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? Pas de la fierté. Je suis contente de mon parcours, de mon évolution. Et voilà, je suis satisfaite de ma vie. Et si avec le recul, de quoi tu es le plus satisfaite? D'être restée fidèle à ma personnalité, parce que depuis toujours, j'ai toujours baigné dans l'univers artistique et sportif. Jeune, j'ai fait du patinage, sport-études, donc à haute dose. Après, j'ai fait de la danse classique. Et aujourd'hui, j'enseigne la pole dance. Donc, finalement, je trouve que je suis restée fidèle à mes passions et à ce que j'aime vraiment dans la vie, malgré que j'ai fait des études qui avaient rien à voir, etc. Mais voilà, finalement, je me suis retrouvée moi-même. Par curiosité, tu as fait quoi comme étude? Biologie. Donc, j'ai un bac+4 en biologie. Donc, finalement, ça sert aussi pour... Bah oui, pour connaître le corps humain, prévenir les blessures, tout ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La physiologie, c'est important dans le sport. Exactement. Et puis l'anatomie, puis j'ai envie de te dire la biomécanique aussi. Ouais, non, mais vraiment. Bon, après, on trouve un lien dans tout ce qu'on fait, en fait, dans l'évolution. Donc, tout est important dans un parcours. Si je te dis la phrase « rendre possible l'impossible », est-ce qu'elle fait écho à ton parcours ou pas du tout? Alors, oui et non, parce que pour moi, il n'y a rien d'impossible. C'est juste que impossible. Il faut considérer qu'il y ait des choses impossibles, mais il n'y a rien de vraiment impossible. Faut juste croiser sur son chemin les bonnes choses au bon moment et les saisir. Et est-ce qu'il y a des choses, avec le recul aujourd'hui, qui t'auraient pas semblé possible de faire, que tu as quand même réalisé? Oui, j'aurais pas pensé à avoir ce métier, en fait. C'était le fruit du hasard et d'une rencontre. C'est important ce que tu dis, le fruit du hasard et d'une rencontre, c'est-à-dire que finalement, en fait, tout est possible, et puis des fois, des rencontres peuvent nous aiguiller sur une destination qu'on n'avait pas pensé au départ, quoi. Ah complètement. Mais que ce soit professionnel ou sentimental ou voilà, on fait des rencontres et puis après on en fait quelque chose ou pas. Allez, on va parler de ton mental. Allez. Tu devais le définir, ce mot, le mot mental. Tu le définirais comment? Comme une force
qui nous permet d'accomplir plein de choses. Et si tu devais décrire une personne qui a un bon mental, tu nous la décrirais comment? Je dirais que c'est une personne qui est capable d'aller au-delà de ses propres limites et d'accepter que parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne moins bien, mais de savoir rebondir et toujours avancer. Est-ce que toi, personnellement, tu utilises des outils de la préparation mentale pour te préparer à tes compétitions ou à d'autres choses? Des outils, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'outils, mais oui, je me prépare mentalement à ma manière, mais je pense que de par le passé, j'ai fait beaucoup de compétitions quand j'étais adolescente et c'était souvent le mental en fait qui pêchait parce que j'avais les capacités physiques, mais c'était le mental qui lâchait. Et aujourd'hui, maintenant que je suis plus âgée, j'ai le mental plus fort et du coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, quand tu dis que tu as le mental plus fort, qu'est-ce que tu mets en place maintenant que tu ne faisais pas forcément avant, qui te permet du coup d'être, comme tu dis, d'avoir un mental qui ne lâche pas? Alors déjà, faut savoir que techniquement parlant, je suis très perfectionniste, donc je l'ai toujours été et je veux toujours que les mouvements soient absolument parfaits. Donc avant, ça me bloquait parce que si j'étais pas parfaitement placée pour un élément, je le faisais pas. Et maintenant, j'essaye de quand même me dire que je peux réussir malgré que ça aille pas exactement dans le sens où on veut, parce qu'il y a toujours des choses imprévisibles en fait en compétition. Donc j'essaye d'envisager tous les possibles qui pourraient apparaître et puis de mettre en place une solution pour chaque situation, on va dire. Donc en général, je note sur une feuille tout ce qui peut arriver et comment je dois réagir. Ok. Donc du coup, ça c'est pour l'aspect technique et la force mentale. Et après pour l'émotionnel, pareil. Je note beaucoup parce que sinon j'oublie. Donc je note toutes les choses que me disent des personnes qui me sont chères, des petites phrases. Souvent les gens parlent beaucoup, mais en fait on oublie ce qu'ils nous disent. Donc en général, je me note toutes ces petites phrases et puis je les relis avant une compétition et ça me met bien émotionnellement parlant. Ça me donne confiance et ça me donne plus de force. Justement, je rebondis sur la confiance. Ta confiance, tu l'as construite comment? C'est-à-dire, est-ce que naturellement, tu as eu confiance par ton parcours au départ? Souvent, les parents, ils nous aident aussi à avoir confiance. Et puis après, parfois, c'est plutôt les expériences qui nous amènent à prendre conscience de nos compétences, prendre confiance, et puis du coup, on se lâche plus facilement. Toi, tu as été plutôt... Voilà, ça s'est construit comment, la tienne, de confiance? Alors, non, moi, dans le passé, j'avais pas trop confiance en moi. Et effectivement, avec l'expérience et les rencontres, toujours ces fameuses rencontres, le retour, en fait, des personnes autour de moi, les retours qu'on me faisait, que ce soit des élèves, des proches, etc. À force, ça m'a donné confiance. Alors, je dis pas qu'il faut tenir compte du regard des autres, mais je pense qu'on peut pas le nier, comme quoi c'est quand même important. Et effectivement, de voir tous ces regards positifs sur moi et sur ce que je faisais, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que c'est pas si mal que ça. Donc, ça m'a donné confiance, oui. Justement, je rebondis sur le regard des autres. Comment tu te situes par rapport à ça? Parce que il y a des gens, ils arrivent à faire abstraction du regard des autres et ils sont dans leur bulle et ils foncent. Ils s'en préoccupent pas trop. Et puis finalement, il y a des gens quand même qui peuvent être inhibés par le regard des autres parce que finalement, c'est tellement important à leurs yeux que finalement, ils en oublient de se centrer sur eux et ils sont finalement plus sur eux et plus à regarder ce que pensent les autres. Toi, comment t'as évolué? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a
Est-ce que tu as dû travailler dessus, en fait, avec le temps? Alors, ça m'a beaucoup touchée quand j'étais adolescente. Parce que j'étais dans le monde de la danse et du patinage, hein, c'est un monde très difficile. Et justement, en fait, ça m'a un peu détruite à cette période. Donc, à partir du moment où j'ai commencé la pole, je me suis dit bon, maintenant tu fais ça pour toi, peu importe ce que pensent les gens. Et en fait, ça m'a donné une force. C'était le contraire. Mes expériences du passé qui m'ont fait du mal, là je me suis dit c'est l'inverse en fait, je vais faire complètement abstraction du regard des autres et finalement je me suis entourée que de personnes énergétiquement positives et du coup finalement en fait j'en tiens compte parce qu'elles ont un regard très positif, mais ceux qui ne me suivent pas, et je l'accepte tout à fait parce que il faut tout pour en faire un monde et on plaît pas à tout le monde. Je m'en préoccupe pas. Je me préoccupe que des personnes qui aiment la pole dance, qui partagent la même passion et du coup ce regard il est très positif, donc ça me fait du bien. Alors tu parles de gens positifs. On parle beaucoup de psychologie positive depuis un petit moment. Est-ce que toi, tu as des éléments, des choses qui te permettent au quotidien d'être toujours positive? Oui, tout le temps, tout. Ça va par exemple, dans une pièce, pour que ce soit chez moi ou dans mon studio de danse, j'ai besoin que d'éléments positifs. Donc, pour être créative, j'ai besoin qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait besoin de lumière, de propreté, de jolis éléments. Donc déjà, dans l'espace physique, je m'entoure de choses positives. Après, au niveau des personnes qui m'entourent aussi, je ne côtoie que les personnes qui me transmettent des bonnes ondes. Les autres personnes, je les écarte de ma vie. Voilà, gentiment, hein, mais je préfère rester avec des personnes positives. Ok, donc du coup, tu fais un tri sélectif, le négatif à la poubelle et le positif, tu gardes. Tu as bien raison. Et de même pour les activités, je fais que ce que j'aime. Je relativise beaucoup. Si j'ai quelque chose que j'ai pas envie de faire, je le fais pas. Ok, tu as bien raison. En tout cas, dans la mesure de nos possibilités. Voilà, c'est ça. Bon, je paye mes factures quand même, hein, mais... Oui, ça c'est mieux, ça. Ça, on n'a pas le choix. Alors, on va parler de motivation. Oui. Alors, quels sont tes trucs à toi pour te motiver? Qu'est-ce qui me motive? Déjà, je fais ce que j'aime. Donc, j'ai à peu près tout le temps envie de le faire. Mon seul frein, c'est le frein physique parce que des fois, je suis physiquement fatiguée. Comme tous les sportifs, hein, il y a des jours où on a des douleurs. On sait qu'on va faire un entraînement moins bon. Mais sinon, après, j'ai tout le temps envie, j'ai tout le temps la passion. Donc, c'est ma motivation. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que quand on enseigne moi-même, j'ai enseigné, entraîné dans la discipline qu'est le tennis. Et c'est vrai que quand on travaille dans un club au contact d'adultes ou de jeunes, quand on reste de 4 heures, voire 10 heures par jour à entraîner, enseigner debout, parfois dans le vent, parfois dans le froid, et il faut avoir une sacrée résistance physique. Donc oui. C'est vrai que les gens n'y pensent pas, mais c'est vrai que quand tu fais la somme de toutes les heures que tu as passées, en tout cas à enseigner, ça puise de l'énergie. Exactement. Du coup, j'essaye de panacher. Par exemple, quand on est à son compte, on a beaucoup d'administratifs. Donc moi, au lieu de me dire mince, faut que je fasse ma compta, faut que je fasse de l'administratif, je me dis je suis fatiguée, je vais en profiter pour faire les paperasses. Ok, tu es positive quoi. Voilà, je tourne la chose. C'est une chance d'avoir des paperasses à faire, vu que j'ai mal partout. Est-ce que tu te fixes des intentions quotidiennement? Est-ce que tu fixes des défis? Alors toujours pareil, dans le sens de te motiver quoi. Alors, bizarrement, non, pas trop.
Alors quand je m'inscris à une compétition, c'est une forme de défi, hein, parce que ça paraît toujours impossible à faire, et puis finalement on s'en sort et on est content. Mais je me fixe pas trop d'objectifs parce que dès que je me fixe des objectifs, en fin de compte, c'est l'inverse, ça me met un peu trop la pression. Comme quand on a, par exemple, une liste avec plein de choses à faire, c'est angoissant quand on a un challenge trop haut. Donc, je préfère ne pas me mettre de défi et en fait avancer petit à petit. Chaque jour, je fais une petite chose en plus dont je suis fière et je suis contente. Alors, on va parler de la gestion des émotions. Est-ce que tu as déjà eu de la pression, du stress et si oui, du coup, comment tu fais aujourd'hui pour les gérer au mieux? Alors oui, bien sûr, comme tout le monde. Alors déjà, il y a la pression au quotidien, en fait, la pression au travail. Et alors ça, je l'ai appris il y a quelques années dans un ancien métier que je faisais. Avant, je travaillais dans le commerce, en parfumerie. Et du coup, ma responsable à l'époque m'avait fait clairement comprendre qu'il fallait pas que la clientèle et que les collègues voient nos émotions personnelles sur notre visage. Donc, il fallait que je sois stable tous les jours et d'humeur constante. Donc, du coup, ça m'est resté et aujourd'hui, j'essaye d'être comme ça au quotidien, de gérer mes émotions et de laisser mes émotions personnelles au placard dès que j'arrive au travail. Donc, ça, je le gère bien. Et après, au niveau de la pression, quand il y a des compétitions ou des événements, des prestations, etc., en général, j'ai plutôt un stress positif, c'est-à-dire que je sais que je vais être meilleure sur scène. Ça me booste. Donc, je le garde dans ma tête, je me dis, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va m'être mieux. Et en général, ça va. Est-ce que la musique, ça aide aussi? La musique, bien sûr. Ouais, ça du coup, parce que je pensais à ça là d'un coup là, parce que moi je sais que si émotionnellement j'ai trop de choses qui me traversent, je sais que la musique m'apaise. Alors ouais, moi c'est pas qu'elle m'apaise, c'est le contraire. Je reviendrai plutôt sur le paragraphe motivation. Ça me motive des fois. J'entends une musique dans la voiture ou à la maison. Et en fait, dès que j'entends cette musique, je me dis, s'il t'entraînait, c'est la musique qui va te faire des choses encore plus grandes. Donc, ouais, c'est source de motivation, la musique. Ouais, je pense que la musique et les vibrations, en tout cas de la musique, ça peut aider, en tout cas, à se calmer ou à se motiver ou enfin à se donner de l'élan, quoi. En tout cas, il faut faire ses playlists. J'avais du coup, ça me fait penser à une autre interview que j'ai faite où j'ai un monsieur en fait qui a différentes playlists en fonction de l'état émotionnel dans lequel il est. Ouais, bien sûr. Moi-même, j'en ai plein. Après, un sportif qui fasse du tennis ou du foot ou de l'athlétisme sera aidé par la musique. Mais ceux qui travaillent dans l'artistique, c'est encore démultiplié. C'est-à-dire que nous, une musique on va danser dessus, ça va encore plus nous aider à réaliser des choses parce qu'on travaille vraiment en lien avec la musique, artistiquement et techniquement parlant. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas posé cette question, mais du coup, je vais te la poser. Moi, quand j'ai passé mes diplômes de préparation mentale, donc du coup à l'université, on nous a du coup enseigné la psychologie de la performance. Et dans la psychologie de la performance, du coup, on nous invite à contrôler ce qui est de notre compétence et à essayer de pas s'encombrer sur les éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Toi, comment tu intègres ça dans ton activité de pole dance? Qu'est-ce que tu entends par éléments sur lesquels on peut pas agir? Par exemple, dans un match de foot, un exemple foot, parce que bon, ça me vient, quelqu'un qui t'insulte au bord du terrain,
bah, tu peux pas le faire taire, donc tu peux pas agir sur lui. La seule chose que tu peux faire, c'est l'ignorer, te concentrer sur les actions que tu as à mener pour être toi performant sur le terrain. Est-ce que toi, finalement, c'est une technique que tu utilises pour la pole dance? Oui, alors après, la pole dance, tu as encore un paramètre à gérer, c'est la dangerosité de l'activité, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est aérien. Donc, la priorité, en fait, ça va être soi-même, sa technique afin de ne pas chuter, qu'il n'y ait pas d'accident. Donc après, les paramètres extérieurs, on n'en tient pas compte. En général, on se concentre sur soi. Hein. Il peut se passer... la Terre, elle peut s'arrêter de tourner. On se concentre sur soi-même. Ok. Ouais, du coup, ça me fait penser un peu aussi, du coup, ce que tu m'évoques là, ça me fait penser un peu à la boxe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un élément dangereux et que tu peux te faire mal, donc finalement, en fait, ta concentration est tellement orientée en tout cas sur le fait de pas te blesser ou la prise en considération du risque que finalement le reste n'existe plus. C'est ça. Après, je pense que de toute façon, tous les athlètes ou artistes, quand on est dans une prestation, que ce soit une compétition ou un show, on est concentré, on est un peu dans sa bulle. C'est-à-dire que tu as conscience de ce qui se passe autour. Tu transmets quelque chose au public, mais après, tu es un peu, pas dans un état second, mais pas loin. Okay, voilà, c'est pas les petites choses qui se passent autour, on compte pas vraiment. Moi, je voulais te poser une question sur la concentration, mais finalement, tu nous as bien expliqué que voilà, la concentration, elle est comment dire, implicitement liée au fait que du coup, il y a quand même des risques et que finalement, elle est comment dire, quasiment automatique du fait de la potentielle dangerosité si tu tombes et si tu te fais mal. Alors, il y a une phrase que j'aime bien poser. Alors, je vais te la poser. Je connais un peu déjà ta réponse, parce que tu me l'as un peu, comment dire, déjà donné un peu au départ, mais c'est pas grave, je te la pose. Pareil, on dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Et du coup, j'aurais aimé savoir comment tu te situes par rapport à cette phrase et sur il ne faut rien lâcher. Alors, c'est pas qu'il faut rien lâcher. Il faut lâcher ce qui est pas important. Et il faut persévérer sur ce qu'il est vraiment. Par exemple, si on doit performer ou réussir quelque chose qu'on souhaite réaliser, on va rien lâcher si on sait que c'est accessible, si on sait qu'on peut le faire physiquement, qu'on a les capacités, mais pas encore tout à fait, mais qu'on n'en est pas loin, faut rien lâcher pour les atteindre. Mais après, faut pas s'embarrasser de choses qui pourraient justement nous bloquer. Je te donne un exemple. Si tu dois réaliser un élément technique, tu sais que tu peux y arriver, mais tu vois l'heure, tu vois qu'il est 20h et que à 20h30, tu devais être quelque part parce que tu as un rendez-vous. Il faut faire des priorités. Soit tu veux réaliser ce que tu es en train de réaliser et tu oublies ton rendez-vous de 20h30, soit tu priorises tes amis que tu dois retrouver après et tu lâches ce que tu étais en train de faire. Donc après, je pense que c'est pas qu'il faut rien lâcher, il faut mettre des priorités, quoi, dans la vie. Certaines personnes, ce sera d'autres choses, ce sera la vie sociale, la famille, et un sportif, un athlète, ce sera sa passion, quoi. Et toi, c'est quoi alors? Moi, c'est ma passion. Écoute, Karine, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais envie de te poser ce matin. Je te remercie en tout cas pour toutes tes réponses. Et pour clôturer l'épisode, il est coutume que l'invité puisse un peu poser sa patte sur son épisode en laissant quelque chose qui pourrait amener les gens à réfléchir, quelque chose qui te tient à cœur, qui te porte aussi dans ton quotidien et que tu aimerais transmettre aux gens. Mais du coup, ça serait quoi? Si vous avez un rêve, faites-le. On n'a qu'une vie. Donc, voilà. J'ai du mal à comprendre les gens qui se mettent des freins. Donc, mais mettez-vous pas de freins.
Ok, voiture sans frein. Avec un gros moteur de Ferrari pour aller plus vite. Ok. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Karine. Si vous voulez retrouver un petit peu les vidéos de Karine, bah, vous pouvez le faire sur Instagram. C'est Karine Perrier, c'est facile à retrouver. Karine avec un K. Pas du tout. Non, un C. Pas du tout. Avec un C, bah voilà, tant pis. Karine avec un C. Et du coup, tu as peut-être un site web ou... Oui, j'ai le site de mon école, mais voilà, après. Ok, bon, en tout cas, si vous êtes du côté de Lyon, en tout cas, vous pouvez aller faire de la pole dance avec Karine dans son studio. Avec plaisir. Merci. Ok, merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.